Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Aujourd'hui, on va faire une analyse de Siemens. Donc, on va essayer de déterminer si au prix actuel de 111,60 €, cette entreprise représente une opportunité d'investissement. Donc, ici, notre analyse sera basée sur le revenu, la croissance du revenu, la dette nette, le PER moyen, le nombre d'actions, le free cash flow et la qualité du dividende en lui-même. Donc, ici, ceci représente uniquement mon avis et non un conseil d'investissement. D'accord? Donc, la première chose qu'on va regarder ici, mis à part de savoir la description même de l'entreprise ici, parce que moi, je dirais que Siemens, en fait, c'est un conglomérat industriel. Donc, c'est une entreprise qui fait plusieurs choses, d'accord. Vous allez retrouver une partie, un segment appareil médical, un segment software, un segment pour je pense bien que c'est un segment, comment on appelle ça, les chemins de fer, je veux le dire comme ça, grosso modo. Et voilà, donc c'est une entreprise à peu près assez diversifiée dans le secteur industriel. Donc, également, quand on regarde les revenus, si on recherche la stabilité ou la croissance du revenu, on constate ici qu'on a une décroissance en termes de revenus. Donc ici, sur les 10 dernières années, on a à peu près moins 1,65% avec comme base septembre 2021. Sur les 5 dernières années, on a 4,80%. Sur les 3 dernières années, on a 9,15% en termes de décroissance, bien sûr. Alors, pourquoi est-ce qu'on a une décroissance? C'est la question qui nous intéresse. Il suffit juste pas de se limiter à ça. Quand je regarde le revenu actuel, je me rends compte que 2019 a été une année particulière. Entre 2019 et 2020, on a perdu à peu près une trentaine de milliards en termes de revenus. Pourquoi? Simple. Si vous allez lire les rapports financiers, cette entreprise-ci, il y a eu un spin-off et ça se voit. Un spin-off, en fait, il y a eu une cession ou une scission, dans une scission d'actifs ou une cession d'actifs. Donc, il y a une partie, je pense que c'est Siemens Energy qui a été coté en bourse. Je pense qu'ils se sont séparés entre les deux. Peut-être également Siemens a gardé des participations à l'intérieur. Je ne connais pas toutes les particularités du deal, mais il y a une cession d'activité. D'accord? Donc, ici, quand on regarde au niveau des revenus, vous pouvez constater une chose. Dès le moment où on se sépare de cette activité-là, boum, marge brute augmente directement. Donc, je pense que c'est ça qui me permet de dire que c'était une session. Donc, après, vous pouvez aller faire les recherches sur Internet. À la fin de la journée, je pourrais vous montrer je pourrais aller regarder les rapports financiers pour vous regarder cette information-là. Mais vous, en tant qu'analyste, déjà en regardant ceci, vous devez poser les bonnes questions. Oui, entre 2012 et aujourd'hui, et 2019, on avait de la croissance. Pourquoi est-ce que subitement on perd 30 milliards en une année? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, surtout si on n'a pas eu de crise ni quoi que ce soit. Donc, on perd 30 milliards, mais on commence à remonter ici sur les 12 derniers mois, on a 67 milliards, alors qu'on était à 57 milliards en 2020. Donc, peut-être également la période que vous connaissez a eu quelque chose à y voir. Mais les marges brutes sont à peu près stables. D'accord? C'est une entreprise qui publie généralement ses résultats au mois de septembre de chaque année. Donc ici, les prochains résultats financiers, enfin, au mois de septembre pour les résultats annuels, les prochains résultats ici seront publiés au mois de août. Donc je pense que ça sera plutôt le troisième trimestre par là, donc août 2022, donc 11 août 2022. Donc ici, stabilité ou croissance des revenus, qu'est-ce qu'on recherche précisément? Donc, alors, une fois qu'on a ce genre d'entreprise où il y a une session d'activité, il faudrait demander quelle est la stratégie derrière. Quelle est la stratégie derrière? Est-ce que le management s'est séparé de cette activité-là parce qu'il pensait que en gardant la nouvelle entité, on pourra avoir une croissance plus élevée? Alors, ça pourrait être le cas. Ça se voit déjà que les marges sont déjà plus élevées et que le revenu est croissant. Mais maintenant, où est-ce qu'on s'en va? Je vais faire simple, hein. Juste pour garder, voilà, pour faire, on voit ici qu'on a une croissance, d'accord? Je vais juste aller ici, je vais mettre à ce niveau-ci 67 milliards sans croissance. Je ne vais pas mettre de croissance ici, je vais mettre 67 milliards sans croissance. Parce qu'ici, ça dépend des rapports financiers. Maintenant, je vais pas mettre croissance, je vais mettre croissance zéro, tout en sachant que je mets croissance zéro en attendant une lecture des rapports financiers pour avoir un tout petit peu de couleur, d'accord? Donc, au niveau de la dette nette ici, alors, je peux aller regarder ici sur Yahoo Finance, valeur d'entreprise valeur d'entreprise moins la capitalisation boursière ici, qu'est-ce que ça nous donne? Alors, quand je vois 125 milliards, on dit 126 milliards ici, et ici on a à peu près 92 milliards, donc à vue d'œil, on a à peu près, voilà, je dirais 33 milliards par là. 33 milliards par là, quand on va regarder ici avec notre logiciel, voilà, on est à peu près à 39 milliards. Ça ne me dérange pas. Donc 39 milliards, il faudrait savoir pourquoi. Donc on va mettre 39 milliards, on va le garder comme ça. Dans tous les cas de figure, vous devez lire les rapports financiers. Donc est-ce que la dette nette ici actuelle, donc on a une dette nette à peu près de 40 milliards ici, donc on va le mettre ici, je vais l'arrondir à 40 milliards. Comme si vous me suivez, vous savez que je ne prends pas généralement le chiffre exact, parce que ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est pas que ce n'est pas important, mais je suis en train de faire une estimation, une première lecture ici, parce que ici, c'est à l'état brut. Donc, je n'ai pas fait de script ni quoi que ce soit. Je découvre cette entreprise au même moment, donc c'est mon niveau de réflexion à ce moment précis.
D'accord? Donc maintenant, je ne vais pas prendre une décision d'investissement juste en me limitant sur ces chiffres-ci. Si déjà le prix actuel me semble correct et que les états financiers me semblent corrects, je vais approfondir pour essayer de voir exactement quelles sont les perspectives d'avenir, d'accord, au niveau de la croissance des revenus, au niveau de la stabilité des marges, d'accord. Donc, je vais prendre la dette nette ici aux environs de 40 000, d'accord, 40 milliards, d'accord. C'est pas ce que je vais utiliser drastiquement, c'est juste pour faire un chiffron. J'ai pas envie d'étudier 39 milliards et poussière, c'est pas ça qui m'intéresse. Donc ici, je vais prendre 40 milliards. Au niveau du PER moyen, groupe industriel, conglomérat, à la fin de la journée, ça commande généralement un PER élevé parce que c'est des entreprises matures. Voilà, même si elles semblent elles ont la capacité de faire des acquisitions, il faut également voir la croissance actuellement. Est-ce qu'elle est liée est-ce que c'est une croissance par acquisition ou bien c'est une croissance organique? Il faut également aller regarder ça ici. Donc ici, on pourrait se dire qu'on a un PER moyen aux environs de, voilà, je vais prendre 20, 22, 25. C'est ce que j'aimerais prendre. Mais à la fin de la journée, je préfère travailler ici, voilà, je vais prendre 20, 22, 25. D'accord? 22, 25. On va le faire comme ça. D'accord? Donc maintenant, au niveau du nombre d'actions, on a 813 millions d'actions ici. Voilà, c'est une entreprise qui rachète ses actions ici. C'est une bonne information. Où est-ce qu'on 800, ici, on a à peu près 800 millions d'actions, donc 798. Donc elle a racheté ses actions également. Alors, quand on regarde ici, on a 802 millions. Donc on a un peu une différence de 4 millions d'actions, dépendamment de là où on se situe. Mais quand je regarde ici sur Morningstar, on va juste vérifier ça ici. Excusez-moi. Voilà. 814, 805, ça ne dérange pas. Donc, on a à peu près 800 millions d'actions par là. Donc, voilà, grosso modo, on va utiliser ce qui est présentement ici. Si vous cherchez le chiffre exact, je vous ai déjà montré comment vous pouvez faire le calcul de vous-même. Juste en suivant ceci, vous allez pouvoir refaire le calcul manuellement. D'accord? Donc, ici, on va couper la poire en deux, on va mettre 800 millions, juste pour faire simple, hein. On va mettre 800 millions ici, d'accord? Donc, au niveau des free cash flow, excusez-moi. Donc, au niveau des free cash flow ici, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, alors, groupe industriel. Donc, quand on parle de groupe industriel, on parle d'une entreprise à capital intensif. Maintenant, ça dépend. Dépendamment de l'activité dans laquelle vous vous retrouvez, voilà, il faut voir à peu près d'où proviennent les revenus, quels sont les marges dans différents secteurs d'activité, quelle est la stratégie à long terme du management. Ici, on voit qu'il y a une session d'actifs ici. Est-ce que ça va continuer? Ce sont des questions qu'on se pose. Au niveau des marges ici, la session d'actifs a eu lieu, ou plutôt a eu lieu en 2019. Donc, les résultats de 2020 sont ajustés. Donc, quand on regarde les résultats de 2020 ici, vous constatez qu'entre 2019 et 2020, les marges augmentent. On a 7% ici en termes de marge nette. 6, 7, 7, 6, 9, 7, 5. Voilà. Après 2020, à partir de 2020, on a 7%, 9%, 7% ici, 7,75%. Donc, on se rapproche plus du 8%. Quand on regarde ici les free cash flow, d'accord, à partir de 2020, on a 12%, 13%, 12%. Et vous constatez ici que les marges de free cash flow ont tendance généralement à être plus élevées que les marges nettes ici, d'accord? Donc c'est une seule raison, parce que l'entreprise a une dépréciation plus élevée que la dépense en capital. Donc ici, on peut se dire que qu'est-ce qu'on va prendre en termes de marge ici pour le futur? Je vais faire simple, hein. Je vais être optimiste, je vais mettre 10%. Mais ce 10% n'a aucune valeur si vous ne lisez pas les rapports financiers. Pour me protéger, je pourrais prendre du 7%, ce qu'on a eu l'habitude d'avoir par le passé. Mais sur les 3 dernières années, donc quand je dis 3 dernières années, en sous-entendant qu'au mois de décembre 2022, on aura également quelque chose supérieur à 10%. Donc vous pouvez constater également que les marges brutes ont augmenté. Les marges opérationnelles ont augmenté. D'accord? Donc, si il y a de bonnes chances que les marges des free cash flow aient augmenté. Et une entreprise ne se sépare jamais d'une autre, en fait, ne fait jamais de scission, sauf elle fait généralement une scission parce qu'elle pense qu'elle aura des marges plus élevées en réduisant la taille de l'entreprise. Et c'est ce qui est le cas ici, ça se voit déjà. Donc ici, je prends 10%, d'accord? On va prendre 10% ici. OK. Maintenant, au niveau, voilà, du dividende, on va y revenir. On va revenir sur le dividende tantôt. On a tous nos éléments ici. Donc, quand on prend ici le revenu, 67 milliards ici, ça c'est PER, ici ça c'est free cash flow. Donc 20, 22, 25, ça a déjà été pris. Quand on prend ici 10% de 67 milliards, ça donne ici 6 milliards, 6 milliards 700. D'accord? 6 milliards 700, 6 milliards 700. Donc, voilà la couleur qu'on obtient. 6 milliards 700, donc un revenu de 67 milliards avec 10% de marge bénéficiaire ici, 20 fois les bénéfices, moins la dette nette divisée par le nombre d'actions, 118 $ l'action, 118 € l'action. À 22 fois les bénéfices, la même chose, c'est 134 € l'action. À 25 fois les bénéfices, c'est 160 € l'action. Actuellement, on cote à 115 € l'action. Où est-ce que vous allez vous situer? Personnellement, je vais me dire ici, moi je vais me mettre je vais couper la poire en deux, je vais me mettre au milieu, 134 € l'action. Mais également, ce 134 € l'action n'a pas de valeur si je ne lis pas les rapports financiers. D'accord? Si présentement les marges ne sont pas réellement de 10%, je fais une erreur. D'accord?
Absolument. Si ici, présentement, on prévoit à peu près avoir une décroissance, je vais également faire une erreur. C'est la raison pour laquelle, pour me protéger, premièrement, je sais déjà qu'au prix actuel, je n'achèterai pas cette entreprise. Il n'y a rien qui va me permettre, il y a rien qui va m'encourager à acheter cette entreprise au prix actuel, même si je l'avais valorisée à 160. Idéalement, moi, vous me connaissez, c'est 50% en dessous de la valeur que j'estime. Donc ici, je serais aux alentours de, voilà, 65 dollars par là. Je sais que les gens me posent toujours la question à savoir, mais voilà, si à ce prix-là, il faudrait attendre un crack pour pouvoir obtenir ce prix-là. Oui, vous avez parfaitement raison. C'est très rare de voir cette entreprise à ce prix-là, mais également, vous devez savoir que vous n'avez pas l'obligation d'acheter toutes les entreprises au monde. Pas du tout. Vous avez l'obligation de protéger votre capital avant tout. Et vous avez l'obligation, c'est la première règle, normalement. Et la deuxième règle, c'est de ne pas oublier la première. Règle numéro un, ne pas perdre d'argent. Règle numéro 2, ne pas oublier la première règle. Donc, à la fin de la journée, je vais me protéger au maximum. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais acheter cette entreprise en étant le plus exigeant possible. D'accord? Je n'aimerais pas investir dans une entreprise pareille alors que les marges vont diminuer. Je ne dis pas que c'est le cas ici. D'accord? Je n'aimerais pas investir dans cette entreprise-ci alors qu'on s'en va présentement, entre parenthèses, à une période d'inflation prolongée. Je ne dis pas également que c'est le cas. Mais on se protège, on fait des hypothèses et on essaie d'acheter à un prix qui nous semble correct. Quelqu'un d'autre pourrait avoir un avis tout à fait différent. Moi, j'ai une exigence en termes de performance. Ma performance minimum sur les 5 ans, si je choisis d'acheter une entreprise sur 5 ans, d'accord, et la garder au moins pendant 5 ans, c'est parce que j'exige au moins un rendement de 15%. Et je vous parle juste du rendement. Je vous parle juste de la performance pour du prix, donc la différence entre le prix et la valeur. Je vous parle juste de ça. Je ne parle pas du rendement du dividende. Donc, quand on va parler maintenant de dividendes, qu'est-ce que ça va nous donner? Admettons qu'on a 6 milliards 700 en termes de revenus. Donc, quand on regarde ici, c'est l'entreprise, en date d'aujourd'hui, l'entreprise nous distribue à peu près, le rendement du dividende est à peu près de 3,2%. D'accord? En donnant à peu près 4 dollars par action en termes de dividendes. Soit à la fin de la journée, on constate ici que même après la session d'actifs, il n'y a pas eu, généralement on appelle ça le spin-off, excusez-moi, je n'ai pas l'habitude de le dire en français. Donc, même après le spin-off ici, le dividende n'a pas diminué. D'accord? Et le payout ratio est quand même élevé. On constate qu'on arrive aux environs de 60-70%, ce qui est un peu limite. D'accord? Donc, peut-être également, vous pouvez constater ici que, admettons que l'entreprise continue à croître. Et déjà, il faut savoir la croissance en question. Est-ce qu'elle est par acquisition ou bien elle est de manière organique? Donc, ce genre d'entreprise fait beaucoup d'acquisitions également parce qu'elle a les moyens de le faire tout simplement. On constate qu'il y a un 14 milliards qui a été dépensé en septembre 2021. Donc, s'il y a un 14 milliards qui a été dépensé ici en termes d'acquisition, c'est-à-dire que les revenus actuels auront tendance à croître. Mais est-ce que les marges vont suivre la même tendance? De toutes les façons, il y a une exigence ici en termes de rendement, généralement pour les grosses boîtes. Donc, ici, le dividende est safe. D'accord? Est-ce que le dividende est bon au prix actuel? Je dirais, voilà, moi personnellement, moi je vous ai dit, la façon dont je réfléchis, c'est simple. Si l'entreprise vient me distribuer la totalité des free cash flow en termes de dividendes, et s'il n'y a pas de dette, quel est le rendement que je vais avoir? Donc c'est simple, je fais ici 6 milliards 700, d'accord? Divisé ici par 92, qui est 92,34, qui est 92 milliards, 92,34 milliards, qui est notre capitalisation boursière. Ça va nous donner ici à peu près 7% de rendement. Donc, s'il n'y a pas de dette et que l'entreprise me distribue la totalité des free cash flow actuels sans croissance, j'ai 7% de rendement. 7% de rendement, c'est beaucoup, c'est énorme. Mais maintenant, si on met le dividende, si on met la dette, si on rajoute également la dette présentement, donc on prend la valeur d'entreprise et qu'on refait le même calcul, donc je vais prendre 126 milliards divisé par 126 milliards, ça donne à peu près ici un rendement de 5%. OK. Vu sur cet angle-là, je dirais que l'entreprise a un potentiel de dividendes à peu près aux alentours de 5% en moyenne, en prenant en considération la dette actuelle. Et s'il n'y a pas de dette, on pourra aller aux alentours de 7%. Donc le prix actuel, pour ceux qui recherchent un rendement, il y a de fortes chances que le dividende continue à croître. Mais si on garde le même niveau de revenus, par contre, si on garde le même niveau de, de free cash flow, d'accord, ou bien de revenus ici, enfin, ou bien également de dette, on ne va pas aller au-delà de 7% par là. Donc, je dirais, demandez une décote supplémentaire. Moi, personnellement, si vous achetez cette entreprise aux environs de 50-60 dollars à l'action, vous avez un rendement sur le dividende à peu près d'une dizaine de pourcents. Un rendement aux actionnaires, un rendement des free cash flow d'une dizaine de pourcents. Et c'est ça qui m'intéresse. Ça va également, votre yield on cost, dépendamment du dividende actuel, sera aux alentours de 6%. Et c'est ça qui nous intéresse. D'accord? Actuellement, investi pour 3% de rendement sans prendre en considération une croissance du prix également, ça n'a pas trop de sens. Donc moi, je dirais, Siemens, c'est une belle entreprise. Il faut qu'on s'entende. Mais
Personnellement, je n'ai pas l'habitude d'acheter les belles entreprises à n'importe quel prix. J'ai une certaine exigence en termes de rendement. Ça peut être dur, je peux être très exigeant, mais c'est mon capital, c'est mon argent. D'accord? J'aspire à avoir une performance élevée. D'accord? C'est la raison pour laquelle je choisis, premièrement, la qualité et je choisis d'acheter cette qualité-là à bon prix. Quitte à ne pas investir dans toutes les entreprises qui se présentent à moi. Parce que j'ai juste besoin de 20 entreprises. 20 entreprises, il y a plus de 50 000 entreprises qui existent. Je dis bien plus, peut-être même 100 000, plus que ça. Et dans ces 100 000, il y a peut-être, je dis bien peut-être, 500 entreprises extraordinaires. Et je dis bien extraordinaires. D'accord? Et parmi ces 500 entreprises extraordinaires, il y a peut-être, voilà, on va se dire 50 entreprises qui représentent une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui, donc peut-être en 2022. D'accord? Moi, mon but, c'est d'étudier les 500 entreprises, d'accord? Et de les surveiller comme du lait sur le feu. Et une fois que l'opportunité se présente, je suis prêt à réagir. Parce que j'ai fait mes devoirs en tant qu'investisseur. Donc, il ne suffit juste pas d'acheter des entreprises qui sont sous-évaluées en date d'aujourd'hui, bien de poursuivre un utopique dividende ou bien de se baser uniquement sur la croissance du dividende. Ça n'a pas d'importance. D'accord? So, je ne dis pas que le dividende n'est pas important, mais je dis que il faut creuser plus loin que ça. Donc, en vous présentant les états financiers ici, je vous mentirai en vous disant que on doit se limiter à ça. Je vous encourage à lire les rapports financiers. Et si vous ne le faites pas, sachez que vous êtes en train de spéculer. Il n'y a même pas de souci si vous spéculez. Mais il faut savoir que si l'entreprise se casse la gueule en bourse, ne posez pas les questions, mais pourquoi est-ce que ça baisse alors que le PER est de tel niveau? Tout simplement, tu ne peux pas poser ce genre de questions si tu n'as pas déjà lu les rapports financiers. Lis, lis. C'est pour ça que les grands investisseurs gagnent de l'argent. Les gens s'étonnent que Warren Buffett fasse de l'argent. C'est normal, il passe son temps à lire. Ce n'est que ça qu'il fait. Et même en lisant, il fait également des erreurs. Et toi qui ne lis pas, tu veux le même rendement? Sérieusement, disons-nous la vérité, c'est pas facile d'investir, d'accord? Ça demande beaucoup de temps, mais tu n'es pas obligé de faire ceci. Tu peux acheter un ETF, et je vous ai déjà montré quel ETF m'intéresse, c'est le MOAT de Vanek. Vous allez le chercher. Les frais sont par exemple élevés, mais je sais que c'est un ETF qui est activement géré, donc il rachète uniquement les compagnies sous-évaluées qui ont des avantages compétitifs. Et c'est ma stratégie d'investissement. C'est ce que je préconise. Donc, comme je vous l'ai dit, je peux prendre 5 ans à acheter une entreprise. Ça peut me prendre des années. Mais quand l'opportunité se présente, laissez-moi vous dire que je ne réfléchis pas. C'est comme par exemple quand on regarde les entreprises quand on regarde le secteur des médias. Vous ne savez pas depuis combien d'années je regarde le secteur des médias et une fois que l'opportunité se présente en date d'aujourd'hui, je n'ai pas peur d'investir. Je dors sur mes deux oreilles. Donc Discovery Channel et Discovery est là. Warner Bros. Discovery est sur la chaîne présentement. J'ai fait une analyse quantitative. C'est une entreprise qui fait peur parce que les gens écoutent tout ce qu'on leur dit dans les médias. Je ne dis pas que ce n'est pas une bonne chose, mais sachez que les médias sont là pour vendre. Donc, ils sont là pour faire du sensationnel. Un investisseur se base sur les faits et rien que sur les faits. D'accord? Ne me dites pas qu'il y aura du métavers. Voilà, Goldman Sachs dit que ça sera à peu près un marché de 500 milliards. C'est un exemple, bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'il faut investir dans Facebook. Non. Moi, en investissant dans Facebook, j'investis dans Facebook parce que c'est une entreprise qui, avant tout, qui rapporte déjà de l'argent en date d'aujourd'hui. Il y a peut-être des nuages gris à l'horizon, mais ce n'est pas une entreprise qui est vouée à mourir à la fin de la journée. Et si le métavers existe, voilà, la partie métavers, c'est un bonus. C'est la cerise sur le gâteau. C'est la même chose avec Total. Je ne suis pas investi dans Total, mais la partie énergie renouvelable, bof. Si ça fonctionne, tant mieux. Mais ce n'est pas pour ça que j'y investis. D'accord? C'est avant tout pour le pétrole et le gaz. Il faut se dire la vérité. Et pour rien d'autre. Donc, ne poursuivez pas le next big thing en allant investir, par exemple, sur Palantir parce qu'on vous dit que c'est l'intelligence artificielle. Ça pourrait fonctionner. Mais l'exigence voudrait déjà que l'entreprise s'autofinance. Allez sur NIO, ça pourrait fonctionner. Parce que quand on parle de Chine, de voitures électriques, de pollution, on se dit, ah, la Chine, très polluée. Donc, ils vont investir massivement, ils vont encourager les gens à acheter des voitures électriques. Mais on ne va pas investir sur NIO à n'importe quel prix. Oui, mais NIO avant, Tesla, c'est la même chose. Mais Tesla s'autofinance. Et Tesla a commencé à s'autofinancer en 2019. En décembre 2019, si vous avez lu les rapports financiers, vous avez tout le temps en 2020 pour acheter l'entreprise. Et maintenant, Tesla surprend tout le monde avec des marges de free cash flow, des marges élevées. Même moi, je suis surpris. Est-ce que ça va durer? C'est la question. C'est la question. Déjà, pour savoir si ça va durer, il faut comprendre même le business model de Tesla. Et ce business model-là ne se limite pas à des chiffres. Et quand on prend les chiffres, il faut prendre les chiffres en prenant en considération également les marges. Les marges. Ça ne sert à rien de savoir que vous investissez dans les voitures électriques alors que vous ne vendez pas de voitures, alors que vos marges sont nulles.
Moi, je ne suis pas là pour donner de l'argent à quelqu'un. Non. Si vous voulez donner de l'argent, allez investir dans des... Devenez des... Comment on appelle ça? Des venture capitalistes. C'est eux qui donnent de l'argent et même eux, ils ont une certaine exigence. Donc, je ne suis pas là pour donner de l'argent parce que mon capital, c'est la sueur de mon front. D'accord? Donc, l'exigence, le minimum, c'est le temps nécessaire pour investir dans les meilleures entreprises possibles. Et évidemment, je pourrais me tromper. C'est la raison pour laquelle je suis exigeant. Ouais, c'est ça. Et c'est mon capital. Si vous pensez que, voilà, vous voulez juste le dividende ici, mettez-y 3%, mettez votre argent dans Siemens. À la fin de la journée, 3%, si ça vous satisfait, tant mieux pour vous. Mais moi, je ne suis pas satisfait à 3%. Je ne suis pas satisfait du tout. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a de meilleures opportunités ailleurs. Donc, un investissement, voilà, ça dépend d'un autre à la fin de la journée. Le rendement potentiel d'un potentiel, enfin, le rendement d'un investissement potentiel dépend également des opportunités sur le marché en date d'aujourd'hui. D'aucuns pensent qu'en date d'aujourd'hui, une entreprise comme LVMH représente une opportunité d'investissement en or, ou bien Air Liquide représente une opportunité d'investissement en or. D'autres comme moi pensent que voilà, c'est une belle entreprise, mais bon, voilà, le prix actuel, on veut plus, moins élevé que ça. Si on n'a pas moins élevé que ça, on a de meilleures opportunités ailleurs. So, c'est un peu voilà, une pensée comme ça à la volée. So, à la fin de la journée, je dirais, en période actuelle, si vous êtes dans le doute, lisez vos rapports financiers. Si vous ne lisez pas vos rapports financiers, que vous avez investi uniquement vous basant sur des éléments quantitatifs, sachez qu'il faut également savoir que c'est le cas. Donc, si c'est le cas, jouez en termes, je n'aime pas utiliser le terme jouer, mais investissez en termes de, ça savez qu'au niveau de la pondération de votre portefeuille. Mais ne vous posez pas la question à savoir pourquoi. Ah, mais pourquoi est-ce que les banquiers chutent alors que les taux d'intérêt sont en train d'augmenter? Mec, si tu n'as pas lu les rapports financiers des banquiers pour savoir que si le crédit devient cher, le volume va également baisser, même si les marges des banques seront élevées. Et celles qui vont peut-être rapporter de l'argent, c'est peut-être les banques de dépôt. Parce que quand vous allez déposer votre argent à la banque, bah, elle va vous rémunérer un tout petit peu, mais elle va pouvoir prêter de l'argent à ceux qui en ont besoin. Mais est-ce que ceux qui en ont besoin se bousculent? Ils ne se bousculent pas comme avant quand on a des taux d'intérêt à 1%. Donc, il faut voir également ces deux choses-là. Donc, également, est-ce qu'elle prend des risques? Est-ce que la banque par exemple, une banque qui avait investi massivement dans en prêtant massivement de l'argent aux entreprises de construction espagnoles ou bien portugaises pendant la crise 2008. Elle a dû avoir du mal pendant cette période-là, mais vous ne pouvez pas le savoir si vous ne lisez pas les rapports financiers. Vous voyez que je parle très peu souvent de banques ou bien de compagnies d'assurance. C'est parce que je sais que ces compagnies-là sont difficiles à évaluer. Bien également des compagnies, des real estate, investment trust. Je parle très peu souvent de ces entreprises-là. Il y a une entreprise qu'on appelle Vonovia qu'on m'a demandé d'analyser depuis plusieurs semaines. Je ne l'ai pas encore fait. Pourquoi? Parce que j'ai voulu vraiment me concentrer sur les rapports financiers de Vonovia, histoire ici d'apprendre un tout petit peu. Et ce que j'ai vu à l'intérieur, je commence à me poser mille et une questions. Je ne sais pas pourquoi Vonovia fait cela. Je ne dis pas que Vonovia, présentement, pour ceux qui lisent si quelqu'un a lu les rapports financiers de Vonovia, laissez-moi en commentaire, dites-moi en commentaire si vous l'avez fait. Parce qu'il y a des questions que moi j'aimerais poser. Il y a beaucoup de réponses que je n'obtiens pas. Surtout au niveau de la valorisation de ces actifs-là. Leur cap rate est à peu près de 3%. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, je ne sais pas dans quel bien immobilier ils sont investis. Peut-être que c'est la crème de la crème, mais 3% de rendement, 40 fois, à peu près 30 à 35 fois les loyers par rapport à la valeur d'un appartement, c'est un peu trop élevé. Est-ce qu'avec la remontée des taux d'intérêt, il n'y aura pas un ajustement en conséquent par rapport à la valorisation des actifs? Je sais que l'inflation est souvent bénéfique pour les compagnies immobilières, mais voilà, ce sont des questions que je me pose. Je n'investis pas juste bêtement en me disant que oui, mais quelqu'un m'a dit que c'est comme ça. Non, je veux voir les faits et rien que les faits. Les faits, ce n'est que ça qu'on demande, pas des on dit. Je veux vérifier de moi-même. Donc si quelqu'un me dit que oui, mais il paraît que, non, il paraît, c'est pas un raisonnement d'analyste. Il ne paraît pas. Il y a une certitude ou il y a une probabilité. D'accord? Généralement, en termes de probabilité, ce n'est pas en termes de certitude. Soit c'est la probabilité de combien? 90, 50? C'est ça qu'on doit poser comme question. D'accord? Donc, excusez-moi d'être aussi long, c'est parce qu'à la fin de la journée, ce sont des choses qui me viennent en tête quand je fais ce genre d'analyse-là. Parce que je n'ai pas envie que cette chaîne ressemble aux autres chaînes à la fin de la journée, en vous disant que ouais, achetez, faites du DCA, machin, machin. Mais après, je me cache derrière mon petit doigt en disant, ah non, je ne donne pas de conseils d'investissement. Allez faire vos propres recherches. Non, non, je ne veux pas ça.
Je veux absolument que vous puissiez penser de vous-même. Et si vous ne pouvez pas analyser une entreprise, sachez qu'il y a une alternative. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais si vous choisissez de le faire, mettez-y l'effort nécessaire. Voilà, faites les efforts nécessaires. D'accord? Donc, je peux m'en mêler un peu les pinceaux quand j'essaie de parler, mais ce qu'à la fin de la journée, je parle avec émotion, je parle avec mon cœur parfois. Donc, désolé si c'est aussi long. C'est la 4e fois que je dis désolé. Donc, je vais juste m'arrêter là. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.